On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami. Bienvenue à ce 3e épisode du podcast Les compteurs FX Bénard, toujours accompagné de Sacha Gavami. Salut Sacha. Salut FX. En forme? En forme, en pleine forme. Yes. Une nouvelle coupe, on appelle ça la coupe Longueuil moderne. Oui, t'as dit le molette moderne. Ouais. On utilise un terme anglais et un terme français pour décrire la nouvelle coupe de cheveux. Ouais. T'es-tu un fan? Ouais, vraiment. Content? Ouais, je suis content. Ouais. Ouais, puis écoute, quand je suis arrivé chez le barbier, j'ai posé la question, je dis écoute, j'aimerais ça me faire... Tu sais, me raser un peu sur le côté, laisser l'once derrière, puis tout ça. Ouais. Il m'a dit, écoute, c'est bien à la mode en ce moment. Ouais. Il dit, on en fait beaucoup. T'es fait entre bonnes mains. Je vais m'occuper de parfait. toi, puis je vais te faire C'est bon, ça. Fait que je suis bien content. J'avais hâte de te retrouver cette semaine. Ouais. Parce que quand on s'est laissé la semaine dernière, tu me disais que tu allais à Indianapolis pour une rencontre. Ouais. Je veux savoir, de un, est-ce que c'est une rencontre que tu vas à chaque année, une fois par année? Puis ça tombe que c'est durant le Combine aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu apprends là-bas? Ouais. Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, quand t'es agent sorti de la NFL, t'as comme la formation continue à faire à chaque année. Puis la conférence typique qu'on va, c'est la conférence durant le Combine, qui était souvent virtuelle. Puis là, cette année, ils l'ont mis en présentiel à Indianapolis. Fait que je suis allé. On était une grande salle remplie de plein d'agents de partout. Dans le fond, beaucoup des États-Unis et tout. Puis dans le fond, il y a comme plein de mini-conférences qui se passent sur l'état de la ligue au niveau de NFLPA. Fait que c'est le syndicat des joueurs qui prend la parole puis qui vont parler de la masse salariale à venir, les enjeux contractuels qu'il y a eu à certaines équipes, des griefs qui ont été déposés, faire attention à certaines formulations dans la façon que les contrats sont rédigés. Comme ça, les équipes sont quand même... C'est fou à quel point il faut que tu sois minutieux parce que les équipes peuvent rentrer des détails dans les contrats qui ont l'air d'être c'est des détails tu dis c'est pas important, qui ont l'air banal, mais comme non, c'est vraiment important là. C'est la façon que c'est rédigé. Fait que, comme ils nous donnent un heads up là-dessus, ils nous rappellent certaines règles déontologiques qu'on doit respecter. Savoir l'état de certains programmes qu'ils offrent aux athlètes, aux joueurs. Fait que ça a duré comme l'après-midi au complet, puis c'était vraiment intéressant. T'apprends plein de choses, juste pour avoir un refresh de ce qui se passe dans la ligue puis les nouveautés. Puis à ce moment-là, tu rencontres d'autres agents aussi que tu connais déjà. Oui, c'est ça. Que tu connais pas, mais quand même, c'est un réseau de contacts à chaque année que tu rencontres à nouveau. Exact. Ça permet de revoir des gens qui se faisaient un bout que j'avais pas vu en personne, puis de renouer, d'avoir des discussions, puis non, c'était le fun. Ça n'a pas été long, là, je suis arrivé le jeudi, je suis reparti samedi, fait que c'était vraiment un in and out, mais ça a été super bien. Est-ce tu croises sûrement des directeurs généraux dans les corridors? Tout le monde de l'état-major de la NFL est présent. Tout le monde est là, ouais. Fait que, la façon que c'est fait, pourquoi c'est à Indianapolis, je pense, c'est parce que tout le centre-ville puis le stade sont connectés avec le palais des congrès d'Indianapolis. Fait que c'est très facile d'organiser que les testings au Lucas Oil Stadium. Ouais. Après ça, tu as les entrevues, fait que tu vas croiser des gens dans le corridor, juste comme ça, mais ouais. Écoute, cette semaine, quand on s'est parlé des sujets pour le podcast, ouais. On a parlé beaucoup de NFL. Finalement, on va en garder pour la semaine prochaine. Mais là, je veux décortiquer quelque chose avec toi. Ouais. Là, c'est peut-être juste moi ou à la maison, si vous reconnaissez en moi, tant mieux. Dans la NFL, le fameux tag franchise player. Ouais. Joueur de franchise. Comment ça fonctionne? Parce que là, cette semaine, on a vu, en fait, pas plus tard qu'hier, on enregistre le mardi, alors pas plus tard que lundi, T. Higgins, qui était le plus gros nom sur le marché en vue de l'ouverture du marché. Évidemment, les Bengals veulent garder ses services. Ouais. Joe Burrow est sorti dans les médias au courant des dernières semaines. T. Higgins, on veut le garder à Cincinnati, tout ça. Qu'est-ce que ça concerne le tag de franchise player? Comment ça fonctionne? Oui, le franchise tag, c'est... Oui, je vais prendre le temps d'expliquer parce que c'est important de le comprendre. Fait que la convention collective de la NFL prévoit un mécanisme pour les équipes de pouvoir garder un joueur qui est éligible à l'autonomie complète à leur discrétion sans que le joueur ait besoin de consentir à se faire garder. Alors, c'est pas une bonne chose nécessairement pour un gars comme T. Higgins, parce que là, je voyais passer sur les réseaux sociaux, c'est irrespectueux de la part des Bengals de donner cette étiquette-là de joueur franchise. Parce que là, surtout, c'est une deuxième année de suite. Fait que, comment ça marche? Je vais lire. Fait que tu as deux types de franchise tag. Tu as le non-exclusive franchise tag, ce qui est communément, quand on entend parler d'un franchise, c'est celui-là.
C'est-à-dire que tu déposes tu dis, moi, je te tag. Mettons, T. Higgins, je te tag. Et je dois te payer une certaine somme. Si on va revenir à c'est quoi la somme. Et donc, je garde tes droits. Par contre, ça ne t'empêche pas de négocier avec d'autres équipes. Si une équipe te fait une offre et je ne matche pas l'offre, je reçois 2 choix de première ronde. OK? Fait que c'est comme presque une façon de rendre un joueur qui serait unrestricted free agent restricted d'une certaine façon. Okay? Mais en même temps, il y a des équipes qui vont offrir le gros salaire pour avoir ses services. Ouais, mais ils vont devoir sacrifier 2 choix de première ronde. Puis 2 choix de première ronde dans la NFL, ça vaut énormément cher. Donc, en toute fin pratique, ce mécanisme-là ne se fait pas appliquer. Ouais. Dans le sens, ils vont pas faire c'est comme, ils vont pas le faire d'offre pour un joueur pour perdre des choix de première ronde. C'est très, très rare. Tu as aussi ce qu'on appelle l'exclusive franchise tag, qui est ça, c'est très rare, mais ça veut dire que le joueur n'a pas le droit de négocier avec qui que ce soit d'autre. Par contre, ça vient avec un prix à payer qui est plus cher. Fait que les prix, comment ça marche? Un non-exclusive franchise tag, fait que le franchise tag commun qu'on voit tout le temps, ils vont prendre la moyenne des 5 joueurs les mieux payés à la position des 5 dernières années. OK. Ou, je crois, 120% de ton salaire l'année précédente, celui qui est le plus élevé. De mémoire, c'est ça. Ouais. Puis, fait que ça fait en sorte que tu vas payer un joueur la moyenne des 5 joueurs les mieux payés à sa position des 5 dernières années. Quand même. Sur un contrat d'1 an qui serait fully guaranteed. Mais ça donne aussi, ce que ça fait, c'est qu'il y a une date limite pour s'entendre sur un contrat long terme. Je pense, sous toute réserve, là, mi-juillet, le 17 juillet, je pense, c'est la date. Si à cette date-là, les équipes ne s'entendent pas, l'équipe ne s'entend pas avec le joueur, ils ne peuvent pas le signer sur un contrat long terme, puis s'il joue, il faut qu'il joue sur le franchise tag. Qui serait un contrat d'1 an fully guaranteed à cette somme-là. Puis tu parlais tout à l'heure que ça fait 2 ans de suite, possiblement, Ouais. qu'on y va avec cette étiquette-là. Pour T. Higgins, ouais. Jusqu'à quel âge tu peux qualifier un joueur d'étiquette Tu sais, tu peux donner cette étiquette-là ou comment ça fonctionne? Parce que T. Higgins, ça fait 2 ans de suite, mais à un certain moment, est-ce que l'équipe ne pourra plus lui donner l'étiquette de joueur franchise? Une équipe peut taguer le même joueur 3 fois. 3 fois. Et donc, tu peux juste te faire taguer lorsque tu es éligible à l'autonomie complète. Donc, ce serait 4 saisons après ton repêchage. Faut que tu aies joué 4 années où est-ce que tu as joué. Tu as été sur l'alignement. Ouais. Habillé, pas habillé, là. Mais de l'alignement actif. Ouais. Pendant 6 matchs ou plus. Fait que 4 saisons de 6 matchs ou plus, tu deviens éligible à l'autonomie complète. Et à ce moment-là, ils peuvent te taguer une fois. Donc là, tu joues ta 5e année. Ils peuvent te taguer une 2e fois. Tu joues ta 6e année. Puis ils peuvent te taguer une 3e fois. Tu joues ta 7e année. Comment tu perçois ça comme joueur? Parce que un gars comme T. Higgins, Ouais. qui voulait signer une entente probablement à long terme, avoir l'argent qu'il mérite au courant des prochaines années, reçoit encore une fois cette étiquette-là. Est-ce que c'est mal vu par le joueur tu sais, comme T. Higgins dans la situation actuelle? L'enjeu est le suivant. Si tu regardes le salaire, le salaire qu'il va gagner pour 1 an, Ouais. ça va être intéressant. Tu te dis ça va être aux alentours, je crois. J'ai pas les chiffres devant moi, là, mais on peut le regarder, mais je pense entre 20 et 25 millions par année. OK. Environ 25 millions Ouais. cette année. Fait que tu te dis, ouais, 25 millions pour Quand tu 1 regardes, an, ouais, c'est ça. ça a quand même l'allure. Surtout pour un T. Higgins qui est un excellent receveur, mais quand tu prends les 5 joueurs les mieux payés à sa position des 5 dernières années, la moyenne, ben ça veut dire que tu rentres là-dedans les 5 tu sais, les Justin Jefferson, tu sais, les Ceux qui ont gros signé noms. des contrats à gros prix. Là. Ouais. Donc, ce qui se produit, c'est que c'est pas ça, c'est pas le montant financier. Des fois, les gens m'en parlent comme, hey, financièrement, tu sais, c'est vraiment payant, pourquoi ils chialent? Le problème, c'est que t'as pas de sécurité long terme. Fait qu'en jouant sur un franchise, tu prends un risque que si tu te blesses, ça peut t'affecter grandement pour ta négociation long terme. Les joueurs dans la NFL, ce qu'ils recherchent, c'est à un moment donné, c'est une stabilité d'argent garanti à ta valeur. Donc, de pouvoir te faire tag 1 fois ou 2 fois, oui, pour l'année que tu vas jouer, c'est payant, mais tu sais que à la fin de l'année, il faut que tu vois faut que tu restes en santé, il faut que tu joues bien. Il y a une pression qui s'installe. Puis c'est quand même tough sur le corps, là. Ouais. Tu sais? Donc,
je pense que c'est là que des fois les joueurs ils ont cette amertume-là de se faire tag parce que si tu te fais tag, parce que t'es un bon joueur, parce que personne ne va payer un joueur dans les 5 meilleurs payés si t'es pas un bon joueur. C'était pas un bon joueur. Fait que clairement, t'es un bon joueur, mais ils sont pas prêts à te payer sur un contrat long terme, du moins à court terme, parce qu'ils ont juste qu'à mi-juillet pour le faire. Ouais. Fait que dans le cas des Bengals, dans le cas des Chiefs avec Trey Smith, ça peut aussi être qu'une stratégie de repousser la date, de pouvoir travailler avec un chiffre pour manager la période des agents libres, mais dans l'optique de signer un joueur à long terme. Et l'autre avantage, c'est que ça crée du leverage pour le joueur. Le cap hit pour un Trey Smith ou un T. Higgins sera beaucoup plus élevé en 2025 s'il garde sur un franchise que s'il signe un contrat long terme. Ouais, parce que le cap augmente aussi au courant des prochaines années. Ben non, en fait, c'est parce que le cap, mettons pour cette année, il est déjà seté. Ouais. Mais si tu signes le T. Higgins à 25 millions pour l'année, son cap hit il est 25 millions. Versus, si tu signes un contrat long terme, il y a des mécanismes d'alléger le cap. Exemple, le bonus à la signature. Le bonus à la signature, le montant que tu payes est amorti sur la durée du contrat ou sur 5 ans. Je comprends. Celui qui arrive en premier. Ouais. OK? Donc, c'est là qu'arrive... C'est là la stratégie de... Tu peux structurer des contrats long terme qui vont baisser le cap hit d'un an. Fait que le franchise n'est pas toujours optimal pour le joueur, mais n'est pas optimal pour l'équipe non plus, parce que ça crée des grosses sommes sur la masse salariale. C'est intéressant. Tu vois, je suis persuadé qu'il y en a plein qui nous écoutent qui ne connaissaient pas nécessairement les détails concernant ce type de situation. Puis c'est drôle parce qu'il y a juste dans la NFL que ça existe. Ouais. Ça doit faire longtemps que ça existe quand même dans la NFL. Ça fait, mon Dieu, je sais pas c'est quoi quand ça a été mis en place, mais ça fait très longtemps que ça existe, ouais. Parce que là, tout le long que tu me parlais de comment ça fonctionnait, je m'imaginais un peu comment ça pourrait être répété dans la Ligue nationale. Si, mettons, exemple, parce que dans la Ligue nationale, on sait comment ça fonctionne avec un agent libre avec restriction, un agent libre sans restriction. Puis il y a des offres qualificatives aussi dans la Ligue nationale. Alors, il y a des différences à ce niveau-là. Mais je serais curieux de voir dans un autre circuit comment ça pourrait fonctionner ou non. Je trouve ça intéressant, mais ça n'arrivera pas, à mon avis. Mais ça va être dur à négocier. Tu sais, c'est le genre de truc qui a été négocié longtemps en convention collective et que là, le faire enlever, c'est difficile. Les équipes y tiennent. Ouais. C'est une certaine forme de contrôle. Le faire ajouter dans la Ligue nationale de hockey alors que les contrats sont garantis et tout. Tu sais, dans le foot, c'est parce que l'attrait d'un franchise tag pour un joueur, c'est que la somme est 100% garantie. Fait que tu dis, ben, pire, je signe le franchise, je me fais payer 25 millions garantis cette année. Tu regardes également les 5 salariés les plus chers à cette position-là aussi dans la NFL. Ouais, là, c'est ça ça que t'expliques. Là. C'est ça. Dans la Ligue nationale, si tu veux avoir l'étiquette de joueur franchise sur un joueur de centre qui est très jeune, avec qui tu réussis pas à t'entendre, parce que tu es coincé sur le plafond salarial, il va commander un salaire très élevé la saison suivante. Puis, par anecdote, mais il y a plusieurs années, je sais pas si vous vous rappelez de Jimmy Graham, qui était les rapprochés des Saints. Ouais. Mais dans le système des Saints, il jouait presque comme un receveur. Puis il avait franchise Jimmy Graham. Et il avait fait un grief parce qu'il voulait que la moyenne soit calculée sur les receveurs et non pas sur les ailiers rapprochés. Parce que la différence salariale était énorme. Elle était énorme entre les deux positions. Donc lui, il avait plaidé pour que ça soit comme un receveur. Oui, exact. Puis ça avait été jusqu'à... Je pense que finalement, ça avait été resté comme tight end. Je me rappelle plus c'était quoi la conclusion, mais c'était juste intéressant de voir que c'est là que ça devient un impact. Fait que au hockey, c'est plus difficile parce que tu dis, tu franchise, mettons Jake Evans. Ouais. Ben, c'est les 5 joueurs les mieux payés comme quoi, centre de 3e ligne? T'sais, non, comme. C'est moins segmenté, c'est ça. Tu regardes les 5 c'est les ça. 5 centres les plus payés. Mécanisme, ouais. Puis dans la NFL, il doit y avoir des grosses différences aussi entre les joueurs les mieux payés et les joueurs qui sont les moins payés. Mais dans la Ligue nationale aussi, c'est quand même gigantesque, là, les joueurs les mieux payés et les joueurs les moins payés. Puis je me rappelle, parce qu'on en avait parlé durant le premier épisode, mais juste prends, mettons, je sais pas moi, le Lightning de Tampa Bay qui a 70% de sa masse salariale sur 5 attaquants, 3 défenseurs puis un gardien de but. Là. Puis le restant de l'équipe, c'est des gars qui sont payés 900 000, mais tu as des gars qui gagnent 9 millions dans l'équipe. Là, l'écart salarial, il peut être très élevé au sein d'une même équipe, mais ça peut être la même chose aussi dans la NFL. Là. Mais je pense que ça serait difficile d'établir quelque chose de similaire dans la Ligue nationale. Exact. Une autre nouvelle que j'ai vu passer cette semaine, dont tu m'as informé, on voit de plus en plus d'anciens athlètes qui vont essayer d'investir dans d'autres sports. Ouais. Et c'est une nouvelle qui est sortie hier. Serena Williams qui se joint au groupe de propriétaires du Tempo de Toronto. Ça, c'est dans la WNBA. Prendre un athlète comme ça, qui a eu sa réputation, qui a sa carrière,
qui est vraiment établi et qui va investir dans une organisation d'un autre sport. On en voit là, où il y a des acteurs, Ouais. il y a toutes sortes de monde qui investissent dans des équipes. À quel point ça a un impact, tu sais, comme d'avoir un gros nom comme Serena Ouais. Williams qui, là, va investir dans une équipe de la WNBA. Moi, ce que je trouve, c'est ou vis-à-vis de la population, c'est la crédibilité que ça amène. Bon, la WNBA, c'est une ligue très crédible. Ouais. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fonctionne. C'est une des premières ligues nord-américaines de sport féminin qui est établie. Puis la popularité, en ce moment, est fulgurante. Là. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais d'amener Serena Williams comme investisseur, qui est déjà, elle investit dans d'autres projets aussi, là, tu sais. Elle est impliquée dans le TGL, le golf, Ouais. le golf Ouais. intérieur. Son conjoint, qui est le fondateur de Reddit, Aussi. tu sais, qui a quand même une bonne somme. Fait qu'ils ont beaucoup, ils ont beaucoup d'argent. Moi, je suis juste... Tu sais, quand j'en ai parlé, c'est pas d'en parler en long et en large, mais quand même, il y a quelque chose de cool d'amener cette crédibilité-là parce que t'es quelqu'un de très suivi. Ouais. Fait que ça fait jaser le projet. Ça en fait connaître. Hey, OK, t'es un peu Toronto. Ah, c'est quoi ça? Parce qu'il y en a qui Non, mais savent attends, pas. est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui dans le balado Les C'est Compteurs ça. si c'était pas de la nouvelle de C'est Serena ça. Williams? Fait que ça fait jaser. Fait que tu dis, tu amènes quelqu'un, un investisseur. Bon, je sais pas c'est quoi l'argent qu'elle a mis, Ouais. peu importe. Elle va être impliquée dans le branding, elle va être impliquée dans certaines choses. Elle a beaucoup de following. C'est quelqu'un de très suivi, qui est très respecté dans le monde. Tu sais, le tennis, c'est un sport international, puis c'est une des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est intelligent, c'est stratégique. Je trouve qu'à une autre échelle, quand Drake s'est joint aux Raptors, ça l'a amené de l'attention sur une équipe de plus petit marché qui était Toronto et qui est devenue une équipe de grand marché. Je pense que des personnalités publiques qui ont un certain following, j'arrête pas de dire des anglicismes, excusez, mais des gens qui suivent, Ouais. comme c'est quelque Des chose. abonnés, du Ouais, monde qui tu sais, suivent, comme qui peuvent, des partisans, ben ça amène de l'attention, puis ça Ouais. va amener un engouement pour ça. Puis c'est ça que ça a besoin. Une équipe d'expansion, peu importe c'est quoi, t'as besoin. Dans le cas inverse, puis là, je te lance là-dessus, puis j'ai aucune idée de ce que t'en penses. Là. Ouais. Un gars comme Tom Brady, Ouais. qui prend sa retraite et qui, là, fait partie du groupe de propriétaires d'une équipe, mais de la même ligue. Ouais. Est-ce que tu vois ça différemment? Mais à quel niveau que tu vois ça Mais différemment? c'est que je pense pas que la NFL a besoin d'une vedette pour venir crédibiliser leur équipe. Je comprends. Ou de venir mettre. Non, le mot c'est pas crédibiliser, mais de mettre de l'attention sur l'équipe. Ouais. Mais quand tu as une équipe d'expansion dans une nouvelle, la TGL qui est pas connue, Ouais. là tu arrives, des gens derrière ça. Hey, ça va être solide. La WNBA, le Tempo de Toronto. La WNBA, c'est super crédible, mais le Tempo de Toronto, ça va-tu marcher, ça va pas marcher? Hey, t'as Serena Williams qui embarque. Ça doit être bon. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, comme. C'est juste ça la logique que t'amènes. Fait que, moi, je vois pas ça de la même façon. Versus si Tom Brady investissait dans le Tempo de Toronto, on en aurait jasé. On en là. parlerait quand même, T'sais? tu comprends? C'est de voir des athlètes qui ont passé par là, qui ont avancé beaucoup de sous, qui sont capables de dire, moi, je pense que c'est une bonne idée d'embarquer là-dedans, puis ça fait un effet d'entrain après. C'est Effectivement. pas toujours le cas, ça marche pas tout le temps, mais ça vient quand même amener cette dynamique-là qui peut être vraiment intéressante. On voit de plus en plus quand même, puis c'est pas juste des anciens athlètes là, à haut niveau. Là. Ça peut être également des acteurs qui investissent dans des équipes, qui sont Ouais. propriétaires d'une équipe. Je sais que Ryan Reynolds, notamment, est propriétaire d'une équipe de soccer. Puis tout ça, je Exact, sais même, que... même idée, exact. Même idée, mais le concept est venu de là. Puis là, on parle de cette équipe-là, mais on n'en parle pas parce qu'on suit ça. C'est en 3e ou 4e division. On en parle parce que Ryan Reynolds fait les déplacements, puis c'est le copropriétaire de l'équipe. Tu comprends? Puis après, il faut que ça marche. Faut que ça marche. Puis ça marche. T'sais, cet effet-là va être temporaire. T'sais, là, on en jase, mais dans 3 semaines, on n'en parlera peut-être plus. C'est vrai, on n'en parlera sûrement Exact. plus de Serena Williams avec le tempo. Mais avec les réseaux sociaux, maintenant, on en parle quand même. Parce C'est qu'on ça. voit la nouvelle passer, puis on voit Mais là, il faut que l'équipe. Puis je pense que ça va être un grand succès, moi, personnellement, mais il faut que l'équipe ait la popularité, il faut qu'il y ait du monde qui aille voir, il faut que ça soit populaire. Puis même chose avec la TGL, il faut que ça marche. T'as des gens qui sont là-dedans. Même chose avec Wrexham. Tu sais, comme. Peu importe que ce soit le sport masculin ou féminin, ton produit, il faut qu'il marche pour que cet effet-là de popularité que les athlètes ou les personnalités connues donnent peuvent t'aider. Mais j'ai hâte de voir la portée que ça va avoir. Une nouvelle comme celle-là, de voir Ouais. Serena Williams investir de la sorte. Bon, ça nous amène au sujet principal de la journée. Puis j'avais hâte de jaser de ça. Ouais. Parce que là, on en parle depuis 2 semaines. Ouais. Puis dans le premier balado, on a parlé de Jake Evans. Ouais. On a calculé son pourcentage de cap hit Ouais. s'il devait signer un contrat de 4 millions de dollars. Bon, on calculait 3,6 ou 3,8% de la masse salariale dans 3 ans. Et là, la date limite est vendredi. On enregistre, nous, le mardi. Le balado va sortir le jeudi probablement. Mais quand même, la date limite des transactions approche.
il y a deux situations dont je veux te jaser. Mais je vais commencer en te parlant de la réglementation de la liste des blessés à long terme. Oui. Parce que ça fait énormément réagir année après année. On en parle beaucoup. Les Golden Knights l'ont fait avec Mark Stone. Ouais. Le Lightning l'a fait avec Nikita Kucherov. Ouais. Et là, en Floride, il y a un certain Matthew Tkachuk qui joue 5 minutes en finale pour les Américains, qui revient, qui est blessé. Là, au début, on dit, est-ce qu'il va rater le reste de la saison? Va-tu revenir pour les séries? Finalement, OK, il est correct, mais on va le mettre sur la liste des blessés à long terme. Et là, le placer sur la liste des blessés à long terme, ça libère 8,7 millions de dollars pour les Panthers. Ouais. Cette fameuse règle de placer des joueurs sur la liste des blessés à long terme qui libère de l'argent pour acquérir des joueurs à la date limite des transactions. Parce que la masse salariale, après la date limite des transactions, durant les séries éliminatoires, ne compte plus. Mhm. De un, qu'est-ce que tu penses de cette règle que, année après année, on se voit répéter dans une, deux ou trois équipes de la Ligue nationale? Et on peut pas blâmer les directeurs généraux de profiter de cette fenêtre-là qui s'ouvre à eux durant cette date limite des transactions-là. Je veux savoir ton avis général. Par la suite, on parlera un peu plus précisément, mais ton avis général un peu sur cette réglementation-là. Mais comme partisan de hockey, ça me gosse. Ouais. Tu sais, j'aime pas ça. Je me rappelle quand Vegas était en finale de la Coupe puis qu'il avait fait le truc avec Mark Stone, je souhaitais ardemment qu'il perde, juste pour prouver un point. mais comme point de vue DG, j'adore le move. Tu sais, je veux dire, tu utilises les ressources à ta disposition pour avoir le meilleur club possible sans tu contrôles pas aux règles, tu brises pas les règles. Fait qu'il y a comme ça. Fait que tant que le règlement change pas, on peut ne pas aimer, on peut dans nos group chat dire à mon chum, j'espère qu'ils perdent parce que c'est vraiment c'est pas correct ce qu'ils font, mais en même temps, ils ont le droit, puis c'est correct. Puis majoritairement, les partisans ont détesté Vegas pour faire ça et ont détesté ce que le Lightning a fait également avec Kucherov. Exact. Mais c'était des bons moves de gestion. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu peux haïr, tu peux pas, pas vouloir que ça marche, mais tu te dis, c'est un bon move. Mais regarde, tant qu'ils ne changent pas le règlement, ça va faire partie d'une stratégie. Tu n'as pas le choix de le faire partie d'une stratégie. Puis c'est comme quoi? C'est-à-dire, on devrait pas le faire puis c'est pas éthique. Ben, si c'est pas éthique ou c'est pas correct, ils vont voter pour éventuellement une nouvelle convention collective, puis peu importe comment ça marche dans la structure, ils vont faire des changements à ça. Mais jusqu'à date, ça n'a pas été changé. Fait que quand un jour le Canadien va être un Cup contender. S'ils ont un gars qui coûte très cher, qui est sur la liste des blessés à long terme, il n'y en a pas un qui va chialer à Montréal. Puis c'est là que, je sais pas si c'est tout de suite que tu veux en parler, de ce qu'on se parlait, de l'idée de voir la saison segmentée. Ah, j'aime ça, mais vas-y, enchaîne. Ben, c'est parce que tu regardes ça de l'externe, puis moi, ma réflexion avec cette situation, c'est que c'est rendu que 2 saisons dans la NHL dans une. Puis je m'explique. T'es DG des Panthers, t'es DG des Maple Leafs, t'es DG des Jets. Tu vas dans le training camp, tu te dis, hey, on a un club cette année, hein? On a un club. Je pense qu'on a des chances, puis tu sais, on sait lesquelles équipes ont des chances ou pas. Ben, il y a toujours des surprises. T'sais. Washington, personne ne les voyait là, sont là, mais je pense que comme DG, c'est rendu que tu te dis, bon, mais moi, il faut que je me rende au match 55. 60. Puis il faut que j'espère être dans la meilleure situation possible pour assurer ma place en série. Et rendu là, ben, ça serait peut-être stratégique que si j'ai des joueurs qui sont blessés, puis qui soient blessés long terme, ben, je peux me prévoir une meilleure équipe pour mes séries éliminatoires. Et là, je ne sais pas à quel point, je ne vais pas spéculer puis porter mauvaise intention, mais est-ce que Matthew Tkachuk est vraiment blessé au point qu'il ne peut pas jouer d'ici peut-être les séries comme Bill Zito dit? Peut-être si la finale de la Coupe était dans une semaine ou deux. Est-ce qu'il jouerait? Possiblement, peut-être. Potentiellement. Ben bon, mon opinion comme partisan. Mais c'est que là, tu peux monter ton roster, ton alignement en fonction de tout ça. Tu peux dire, ben regarde, mon alignement, là, je le monte en me disant qu'à partir d'une telle date, la masse salariale est plus tant importante parce que faut juste que je me rende, à partir du match 55-60, il me reste entre 25 et 30 matchs, 20-30 matchs. Là, en ce moment, la majorité des équipes, on est à l'approche de la limite des transactions, la majorité des équipes ont joué entre 59 et 62 matchs. Bon, fait qu'il te reste une vingtaine de matchs. Fait que ce que les Panthers ont fait, ben, tu vas chercher Seth Jones. Tu vas être content avec Seth Jones dans les séries avec
Ketchuk qui va revenir en playoff? Mais c'est parce que là, les Panthers ont été chercher Seth Jones, comme tu l'as mentionné, et ils ont encore autant d'espace sous le plafond salarial parce que Matthew Tkachuk est sa liste des blessés. Fait que- Sinon, on serait serré, là. Mais On c'est pourrait ça. pas faire une autre acquisition, là. Fait qu'ils se montent une équipe. Fait que c'est comme... Ces gestes-là auraient été impensables au mois d'octobre. Mais ils se sont rendus à une étape où est-ce ils peuvent se permettre de maintenant shifter complètement leur façon de monter leur alignement parce que la masse salariale n'est plus un enjeu. Mais c'est fou, ça. Donne-moi une autre ligue que ça se fait de même. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Fait que... Puis le problème, c'est que la masse salariale a été instaurée à la base pour que les équipes la respectent et que ça ne devienne pas nécessairement quelque chose qui n'est pas un enjeu, surtout en fin de saison comme ça. Puis je comprends, bon, le règlement est là, on l'enlèvera pas, les règlements. C'est pas Sacha, c'est pas moi qui allons enlever le règlement, mais encore une fois, je trouve, année après année, que j'ai beaucoup de difficultés avec le règlement. Ouais. Ben, c'est parce qu'il fait pas de sens. Pour moi, une masse salariale, comme tu l'as dit, faut que ça se respecte. Fait que si tu montes ton alignement, puis que à un peu plus de la moitié de l'année, tu peux dire, je m'en fous de la masse salariale maintenant. Ben, c'est drôle, c'est le moment de l'année le plus crucial, que certains diraient, Ouais. avec les séries, puis là, tout d'un coup, la masse salariale ne compte plus. Donc, mon point de dire, c'est presque 2 saisons, c'est presque deux livres de règlement pour moi. Amène mon club à 75-80 points rendu au match 60. Si je me rends là, ben, je fais des séries, admettons, à... À 85-90%, là, on s'entend, là, T'sais? plus que ça même. Là. Fait que là, ben, si j'ai un club pour me rendre là, puis là, ils vont dire, ouais, mais tu t'affaiblis. Non, parce que, oui, je perds un Matthew Tkachuk, mais je vais chercher un Seth Jones. Fait que je suis peut-être rendu un petit peu moins bon, peut-être meilleur, peut-être la même chose. Mais en série, il m'a dit que j'ai une c'est pas fini en plus, là. Mais non, maintenant, j'ai une bien meilleure équipe, là. Puis en plus, tu dis, le repos que tu donnes à un joueur comme Tkachuk avant les séries, ça vaut de l'or. Juste l'an dernier avec les Golden Knights qui avaient fait l'acquisition de Noah et Phil, avaient fait l'acquisition d'autres joueurs. Hurtle. Tout ça grâce à ce règlement-là. Puis là, tu regardais les Golden Knights, pas si bonne fin de saison, mais en série, tout ce monde-là revient en santé. Là. Par magie, ce gars-là va être là, présent au match numéro 1 des séries éliminatoires. Reposé. Reposé. Pas de autant de blessures qu'un joueur qui a joué 82 Puis les séries, matchs. c'est une nouvelle saison. Là. Ben oui. On s'entend, là. Tu sais, le Canadien, là, bon, s'ils font les séries, on leur souhaite, ils vont rentrer en playoff magané. Hein. Mais parce qu'ils jouent déjà du hockey de série. Ils jouent du hockey de série, les 20 prochains matchs, ben, jusqu'à temps s'il y a une mauvaise séquence, ça règle la question, mais tant qu'ils continuent à gagner, ils n'ont pas le choix. Du hockey de série. Fait que c'est pour ça que je trouve que le règlement, pour moi, il me dérange d'un point de vue d'amateur de hockey, parce que j'ai l'impression que la masse salariale va juste compter pour certaines équipes et aussi pour une certaine période de temps. Parce qu'après ça, il y a moyen que je sois capable de jouer avec ça à ma guise pour m'avantager. Mais d'un point de vue, tu peux pas en vouloir au DG de l'utiliser. C'est une bonne stratégie. Puis un jour, le Canadien va fort probablement l'utiliser, cette stratégie-là, pour s'améliorer en vue de faire une run en série. Ben, mais ça juste le concept de masse salariale, pour moi, devrait s'appliquer tout au long de l'année, incluant les séries. Faut pas que ça soit exclu des séries. Je trouve que ça affecte beaucoup trop de choses. Faut que tu sois aussi une équipe qui est rendue là dans son étape de gagner des matchs pour gagner la Coupe Stanley, qui sont rendus des prétendants à la Coupe Stanley. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont comme entre les deux, reconstruction, prétendants à gagner la Coupe Stanley. Ce sont des équipes qui vont rarement faire des mouvements de personnel de la sorte. Mais quand tu es les Panthers de la Floride, que tu as participé à 2 finales de la Coupe Stanley consécutives, quand tu es les Golden Knights, une équipe compétitive à chaque année, quand tu es le Lightning de Tampa Bay, une des meilleures équipes de la Ligue, tu es plus porté à y aller d'une situation comme celle-là. Puis je te dis pas que c'est fait par exprès, là. C'est pas ça, mais souvent, ça arrive. Ça arrive comme par magie. Puis ces équipes-là, qui sont déjà prétendantes à remporter la Coupe Stanley, continuent à renflouer avec des joueurs qui vont tomber à agent libre sans restriction à la fin de la saison, mais c'est pas grave parce que tu vas les chercher pour le dernier sprint de la saison. Tant mieux si tu t'entends avec eux, tu réussis par la suite à les greffer à ton organisation, mais ça arrive pas toujours à ces équipes-là. Puis il y a des équipes qui se plantent aussi à date limite des transactions. Mais quand tu parlais de 2 saisons en une, je trouve tellement que c'est ça, parce que j'ai comme l'impression que tu disputes 60 matchs, tu regardes l'équipe est où au classement général, puis là, la décision elle peut tellement être difficile à prendre, mais après ça, ça fait toute la différence avec les séries éliminatoires qui s'en viennent. Puis, 2 choses, pour acheter à ce point-là. Je suis pas en train de dire que les équipes vont inventer des blessures. Mais admettons que, prends le Canadien de Montréal, tu as un Suzuki qui arrive et il dit
Hey, mal au genou un peu, j'ai mal à l'épaule. Puis il regarde, puis oui, il y a une blessure, mais ça se peut que les médecins ou l'équipe disent, regarde, prends le temps qu'il faut pour te reposer, sois en santé pour les playoffs. Fait que je suis pas en train de dire qu'ils vont inventer des blessures, mais qu'ils Non, vont exact. peut-être, tant mieux, les joueurs vont pouvoir, ou le joueur ou les joueurs vont pouvoir prendre le temps qu'il faut pour se guérir. L'envers de la médaille maintenant, c'est qu'il y en a qui écoutent sûrement. Ouais, mais là, attention, parce que là, tu vas chercher tous ces joueurs-là, mais l'année d'après, faut quand même que tu es fait en dessous de la masse pour la prochaine saison, tu sais. Fait Ouais, que mais qu'est-ce que tu fais? tu pourras pas les garder tous nécessairement. Il y a des gars là-dedans. C'est pour ça que le concept des joueurs de location, c'est là que tu vas aller chercher ton avantage sur la masse beaucoup plus grand. Fait qu'il y a des. La date limite des transactions, tu vas aller chercher des joueurs qui vont peut-être coûter plus cher, genre un Rantanen. Ouais. Puis tu te dis, ben, je suis aller chercher ça, j'ai de la place à la masse maintenant. Hurdle l'année passée. Mais c'est pas des joueurs nécessairement que tu vas garder long terme. Ou si tu le fais, c'est que tu as d'autres moves conséquents que tu vas faire. Fait que Exactement. Comme les Golden Knights ont fait en allant chercher Thomas Hurtle, finalement, c'est Marchessault qui a payé le prix. c'est ça. Stephenson qui a payé le prix. Tu finis par payer le prix si tu veux rentrer ces gars-là. Tu en finis dessous de la par masse payer le salariale. prix, mais ça reste. Tu as plus de temps pour prendre des décisions. Tu as plus d'opportunités de voir comment ton équipe se construit avec tout ça. Il y a quand même beaucoup d'avantages qui, selon moi, qui, selon moi, ne font pas de sens à la lumière que tu as une masse salariale à respecter. Es-tu prêt pour mon quiz date limite des transactions Yes! chez le Canadien? Yes! J'avais hâte à ça. Go! Bon, la première. Mon petit doigt me dit que tu vas avoir une bonne réponse. Vas-y. En 2007, le Canadien a envoyé Craig Rivet aux Sharks en échange d'un choix de premier tour et d'un jeune défenseur. Ouais. D'un défenseur. Qui était ce défenseur? Josh Georges. Bonne réponse. Et le choix de première ronde est devenu... Max Pacioretty. Et voilà. Ouais. Tu m'as tout J'ai dit adoré ça. cet échange-là. J'ai trouvé ça fantastique, ce move-là. Bob Gainey n'a pas toujours eu des bons coups, mais ça, là, je me rappelle. Puis Georges a été bon là, pour le Canadien. Ouais, vraiment. Georges a été. Si tu m'avais dit juste vu Rivet plusieurs pour saisons, Georges, avec oui. le temps, tu te dis, ah, c'est un trade que le Canadien a gagné. Ouais. En plus, un choix de première ronde qui est donné Pacioretty. Non, c'était parfait. En 2016, tu vas voir les questions, c'est de plus facile à difficile. Ok. En 2016, le Canadien a échangé Del Weiss et Thomas Fleischmann Ah, aux Blackhawks. Quel jeune attaquant a-t-il obtenu en retour? Philippe Danault. Bonne réponse. Ouais. 2-2. Quel défenseur le Canadien a-t-il obtenu dans la transaction Arthurie Lekonen au Colorado? Justin Barron. Bonne réponse. 3-3. Ça va bien. Ouais, pas si pire. Contre quel attaquant de l'équipe le Canadien a-t-il obtenu les services d'Emil Heinemann à la date limite des transactions en 2022? Ça, je le sais en plus. En 2022, Il n'était pas le Ty- seul... Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, bonne réponse. Avec les Flames. Ouais. 4-4. Qui, j'avais écouté sur un podcast, je prends pas le crédit, mais Vas-y. Emil Heinemann, les Flames avaient échangé Sam Bennett aux Panthers Voilà, pour pour les l'obtenir. droits d'Emil Heinemann. Voilà. C'est quand même fou. Moi, j'ai été surpris parce que quand j'ai préparé le quiz, j'ai été voir le hockey DB d'Emil Heinemann. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il avait été repêché par les Panthers. Là, j'ai fait, voyons, les Ouais. Panthers. Là, j'ai vu la transaction Sam Bennett. J'ai tout vu ça en Ouais. préparant le quiz. Ouais. Puis, mais je m'en rappelais pas. Ouais. Je m'en rappelais pas. En 2014, le CH a ajouté de l'expérience en obtenant Thomas Vanek. Oui. De quelle équipe venait-il? Ah! Je pense que cette année-là, Thomas Vanek avait été échangé à une équipe en début de saison et par la suite a été échangé aux Canadiens à nouveau. Je vais aller confirmer l'information, là, mais je te laisse réfléchir. Les Red Wings? Non. Ah! Thomas Vanek avait récolté 15 points en 18 matchs pour terminer la saison, 10 en 17 en séries éliminatoires. Il avait commencé la saison à Buffalo, Ouais. avait été échangé ensuite à une autre Ça, je me formation. souvenais de Buffalo, mais c'était après, il avait été échangé. C'est intéressant quand même. Il a joué pour Euh, 3 formations Est-ce qu'il durant était la même joué à année. Buffalo? Ah Et- mon Dieu, il est allé où? C'est difficile. Il avait récolté 44 points en 47 matchs dans cette équipe. Quand même. Il avait une bonne saison. Là. Je vais dire... Tu peux donner ta langue gauche, ça. Là. Ouais, je sais pas. Sinon, je dirais n'importe quoi. Là, mais... Les Highlanders de New York. Ah ouais! Pas facile. Je sais que la question était pas facile. Pourtant, on a été tellement dedans. J'aurais dû m'en rappeler, mais non. J'avais que je jouais à Buffalo, Ouais. mais il avait été échangé, ouais. Contre Matt Molson. Ah, ok. La dernière est très difficile. Vas-y. Si tu l'as, t'es vraiment un geek. Ok. En 2008, à quelle équipe le Canadien a-t-il échangé Cristobal Huel à date limite des transactions?
Il faut dire qu'il n'a pas joué longtemps pour cette équipe-là parce que l'année suivante, il était déjà avec une autre formation. Mhm. J'ai droit à 2 chances? Ouais. Je vais aller avec mon premier... Ah non, attends. Cristobal Huet? Pourquoi je pensais les sénateurs? Non? Je vais te donner un indice. Il a joué 13 matchs pour cette équipe-là. Cette équipe-là a joué 7 matchs en séries éliminatoires avant de se faire éliminer. Et par la suite, il a signé, je crois, avec les Blackhawks de Chicago, où il a terminé sa carrière. Mais ce n'était pas lui qui était là lors... Ben, il était là lors de la conquête de 2010, mais c'est pas lui qui avait été devant le filet en série, c'était Antti Niemi à ce moment-là. Mais avant de se joindre aux Blackhawks de Chicago, le Canadien l'a échangé à une autre équipe où il a Les terminé Kings? la saison. Une équipe dans l'Est. Dans l'Est? Et il avait terminé l'année 11 victoires, 2 défaites avec cette équipe. Ah ouais? Cristobal Huet. 2008. 2008. Ok, ouais. Je vais... les Hurricanes de la Caroline? Les Capitals de Washington. Ah, c'est vrai? Les Capitals de Washington. Et je me rappelle pas en 2008 contre qui les Caps avaient perdu en série, mais c'était dans les années où les Caps affrontaient beaucoup les Pingouins. Là. Il y avait cette Ouais. rivalité-là, Crosby, Ovechkin. Ah, tu vas m'en Mais souvenir Cristobal, lui, avait été changé aux Je m'en Capitals de souviens Washington. Mais là, attends, c'était difficile. Ça. Ah oui, oui, oui. Je l'ai oui. sorti de très, très loin. Là. Ah oui, Fallait savoir que Cristobal Huet de 1 avait été changé à date limite Ouais. des transactions, ce que je me rappelais même pas moi-même. oui. Et par la suite, il a disputé 2 saisons à Chicago où il a remporté la Coupe Stanley en 2010, mais on avait fait confiance à Antti Niemi devant le filet en Ouais. séries éliminatoires. Ben, excellent, 4-6. Pas si Les pire. 2 dernières étaient très Ouais, difficiles. ouais. Mais pas si pire. Très bon. Ouais. Très bonne Ouais, performance. ouais, merci. J'ai hâte qu'on se reparle la semaine prochaine. Ça met un terme à ce 3e épisode du podcast Les Compteurs, Ouais. mais j'ai hâte qu'on se reparle la semaine prochaine Ouais, ouais, on va avoir vécu la date limite des parce qu'on va avoir transactions. vécu la date limite des transactions. Il y a l'ouverture du marché des joueurs autonomes aussi qui s'en vient dans la NFL. On Ah aura ouais. beaucoup de sujets. On Ouais, essaiera d'avoir aussi des invités au courant des prochaines semaines Ouais. pour être avec nous. Sacha, un gros merci. Hey, merci à toi, FX, c'était cool. Merci. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode du podcast Les Yes. Compteurs. Merci. Yes. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Cavani.